Chers amis, bonjour. Donc bienvenue à l'exposition itinérante intitulée L'histoire de l'islam et des musulmans de France de 720 à 2021, donc qui est à Épinay-sur-Seine, qui a commencé le 11 novembre et qui se terminera le 21 novembre. Et en marge de cette exposition, nous organisons un certain nombre de rencontres et d'entretiens. Vous êtes les bienvenus. Et nous invitons un certain nombre d'intervenants qui ont un lien avec le sujet et dont leurs travaux finalement enrichissent également ce que l'on peut apprendre et découvrir au sein de cette exposition. Alors tout à l'heure, avec notre ami Roland Lafitte, donc chercheur, auteur, qui nous fait l'amitié d'être présent aujourd'hui et qui est intervenu tout à l'heure sur l'importance des mots arabes dans la langue française. Et nous avons pu échanger avec des jeunes présents dans la salle. Alors là, pour ce deuxième entretien, j'ai tenu à ce que Roland nous parle, qu'on fasse un petit voyage sur les grands moments de relations politiques, géopolitiques entre la France, l'État français et des empires musulmans. Alors si tu le veux bien, on va essayer d'en sélectionner quelques-uns et on sera très heureux d'avoir ton éclairage dessus. Alors tout d'abord, j'aimerais, si tu le veux, qu'on revienne sur la relation entre Charlemagne et Haroun al-Rachid. Dans quel contexte cette relation diplomatique se réalise? En quoi cette relation embête les Omeyyades et les Byzantins à la fois? Oui, bon, c'est... Alors, je pourrais faire un petit préambule quand même, parce que, bon, alors j'ai vu avec plaisir l'exposition, et je viens de faire un petit travail là qui recouvre exactement, qui pourrait porter le même titre, puisque je commence avec l'événement, c'est la traversée des troupes arabes, la traversée des Pyrénées, qu'ils appelaient Al-Burtat, et puis je finis par la dissolution du CRI, c'est-à-dire cette association de Lyon, qui a osé les accuser de suspecter qu'il y ait de l'islamophobie dans la société française. Parce qu'évidemment, tout le monde sait bien qu'il n'y en a pas. Et donc, c'est avec plaisir que je parle de ce sujet. Et j'ai commencé mon travail en disant une chose, c'est qu'on dit, derrière l'islam, on met beaucoup trop de choses. Il y a l'islam religion, c'est pas si difficile à comprendre. Il y a l'islam civilisation, c'est pas la même chose. Comme je disais tout à l'heure, un chrétien peut s'appeler jihad parce que c'est un mot qui a une valeur civilisationnelle, sans forcément la valeur religieuse que lui donnent les musulmans. Et puis, il y a l'islam comme peuple. Dans le dictionnaire, par islam, on entend l'ensemble des musulmans. Ou les pays musulmans. Donc, c'est pas la même chose tout ça. Et si on ne fait pas la différence, quand on parle, on risque de dire beaucoup de bêtises. Voilà, ça c'était mon préambule, excuse-moi. Donc, la question de Charlemagne. Bon, les hommes politiques, ils agissent selon les rapports de force entre États. Charlemagne, il est allé, il a voulu prendre à l'émir de Cordoue, il a voulu prendre la marche de Barcelone, et il s'est allié pour ça avec des princes musulmans de la région. Ça ne voulait pas dire qu'il était d'accord avec la religion, d'ailleurs. Ça n'avait rien à voir. Et du point de vue, alors que lui, du point de vue religieux, il était féroce, qu'il a détruit des peuples entiers, de Saxons notamment, par une intolérance religieuse fondamentale. Donc, comment on fait?
Alors, donc, il y a eu des ambassades avec Haroun al-Rachid, c'est connu. L'ambassadeur qui apporte ici un éléphant, par exemple, une horloge, c'est connu. Et ça fait partie de la mythologie, mais c'est la réalité. Il y a eu des échanges d'ambassadeurs. Pourquoi? Alors, parce que les Abbassides menaçaient de faire une intervention à Cordoue, contre Cordoue, et donc contre Cordoue, Charlemagne et puis Haroun Rachid, ils avaient les mêmes intérêts là, contre Cordoue. Et en même temps les Byzantins. Et puis, à un certain moment donné, Haroun al-Rachid s'est entendu avec les Byzantins, et donc ça a flotté un peu de ce point de vue. Mais il y avait un problème entre les Byzantins et Charlemagne, parce que Charlemagne, revendiquant l'Empire, revendiquait l'unité de l'Empire. Et donc, il attendait à ce que Byzance fasse soumission, fasse allégeance. Voilà. Donc, bon, ça c'est la géopolitique pure. Un peu comme aujourd'hui, pour mettre les pieds dans le plat, les Américains, par exemple, et même les Français, ont aidé en Syrie Jabhat al-Nusra, qui est par ailleurs, ils sont prêts à mettre en prison, donc ils sont prêts à mettre en prison les membres, puisque c'est des gens qui dissident, qui sont des dissidents d'Al-Qaïda. Donc, vous voyez, ça c'est... là, quand on arrive sur le terrain politique, les États, comme disait De Gaulle, sont des monstres froids. Voilà. On peut persécuter des musulmans et en même temps s'allier avec des pays musulmans. Bon, ça le montre déjà à l'époque de Charlemagne. Si on avance un peu plus loin, si on avance dans l'histoire, alors du coup les croisades, comment tu les analyses? Est-ce que c'est uniquement de la politique froide? Est-ce qu'il y a de la ferveur religieuse? Est-ce qu'il y a de l'instrumentalisation idéologique? Est-ce que les croisades renforcent les liens entre les États musulmans, la France, ou alors est-ce que ça se distend? Bon, alors, il faut comprendre, il y a des causes internes aux croisades qui n'ont rien à voir avec la religion, déjà. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un aspect religieux. Mais, qu'est-ce que c'est? L'Europe est faite d'États qui se tirent dans les pattes les uns avec les autres. C'est-à-dire c'est un état de guerre permanent entre les comtes, les barons, les ducs, les marquis, les rois, etc. Ce qui n'est pas le cas dans toutes les ères civilisationnelles. C'est pas tout ça. Ici, le moteur de l'Europe, c'est vraiment la guerre de tous contre tous. Or, pour maintenir l'unité, qui a le pouvoir de maintenir l'unité? C'est le pape. Parce que l'unité a quelque chose, forcément, il faut un drapeau idéologique, il faut quelque chose. C'est le pape qui remplit. Et le pape, il dit carrément, il explique carrément. Au lieu de vous battre entre vous, allez libérer le tombeau du Christ. Enfin, c'est pas les Arabes qui empêchent le pèlerinage, ce sont les Turcs. Ce sont les Turcs à l'époque. Donc il fallait arracher le tombeau du Christ. Alors il parle de cette race maudite, etc. Blablabla. Et ceci se passe dans un moment où il y a une offensive quand même qui se fait sur l'Espagne. Alors, la première croisade c'est 1095, la prise de Valence par le Cid c'est 1080, et la prise de Tolède 1080, et d'un autre côté on a Robert Guiscard qui est en train de conquérir, de chasser les Aghlabides de Sicile. Donc il y a une offensive générale à ce moment-là. Et le pape donne à chaque fois sa bénédiction.
C'est-à-dire que, évidemment, on prend ce qu'il y a de plus effrayant chez l'autre, c'est-à-dire ses croyances. C'est ça. Donc, on ne peut pas dire que le facteur religieux est absent. Ce n'est pas le cas. Donc, il sert, effectivement, il est instrumentalisé, comme toujours. Je pense que c'est pas la religion qui est la cause première de ces mouvements. Ça n'aurait aucun sens. Ça se voit bien en Espagne. Qui c'est qui prend Valence? C'est le Cid Campeador. Il le fait pourquoi? Il le fait en tant que représentant d'un prince musulman qui s'est vassalisé au comte de Barcelone. Donc il a changé, lui, il a changé de camp comme il a. Si on prend le camp entre chrétiens et musulmans, il a changé tous les 2 ans, lui. C'est pas ça la question. La lecture qui permet l'explication n'est pas là. Mais évidemment, la papauté a pu présenter la prise de Valence, comme une victoire, mais c'est surtout après. Ça a servi de propagande à l'époque des croisades. À l'époque des croisades, on s'est servi de la campagne de Charlemagne en Espagne, comme si c'était battu contre les musulmans, alors que ce sont les Basques qui ont tué Roland. Voilà. Alors, il est bien évident qu'en tant qu'État qui veut l'unité de l'Église et qui se dit catholique, ce qui veut dire en grec universel, le pape a forcément donne une impulsion religieuse. Et dans le peuple, la première croisade il y a eu une certaine impulsion religieuse. Vous avez des gens qui sont partis à pied avec des enfants. Il y a eu aussi la croisade des enfants. Donc des gens qui se sont dit on va à pied jusqu'à Jérusalem. Donc c'est très difficile. Mais comment les Arabes ont-ils ressenti la croisade? Ils n'y ont pas vu une croisade au sens religieux. Ils y ont vu au départ une guerre. Les Afranches qui arrivaient, c'est tout. Mais c'était les Afranches, c'était pas les chrétiens, c'était pas les chrétiens. Évidemment, il a fallu un moment. Il y a eu les appels de jeux religieux comme Razali, etc., qui ont appelé au djihad, au sens propre du terme, c'est-à-dire comme guerre défensive contre l'empiètement sur l'Oumma musulmane. Et ils dansaient, les princes de la région, parce qu'ils ne voyaient pas l'intérêt, bien souvent, ils ne voyaient pas l'intérêt d'aller se battre contre les Afranches. Ils ne voyaient pas l'intérêt, donc il a fallu toute une mobilisation à motivation religieuse, parce que dans l'esprit musulman, à l'époque, le djihad, c'était une défense de la collectivité musulmane. Mais ça n'apparaissait pas évident au départ. Bon, voilà. D'ailleurs, si on avance sur l'alliance ottomane, l'alliance franco-ottomane, dans l'alliance, voilà, Salah ad-Din et François Ier. C'est une des plus grandes alliances. Imaginez qu'en vertu de l'alliance franco-ottomane, la France, le royaume, n'a pas participé à l'attaque de Charles Quint contre Alger en 1541. C'était une coalition internationale, comme dans la guerre du Golfe. Là, il y avait tous les Européens étaient là. L'amiral, c'était Andrea Doria. Charles Quint était sur place. Cette pauvre coalition, il a voulu débarquer à Al-Haraj, qui est un marécage, et en plus il y avait des pluies torrentielles. Ils se sont enlisés, ils ont été massacrés, il n'y avait plus rien. Dans la baie d'Alger, il y a eu la tempête, tous les bateaux se sont entrechoqués, ça a été une catastrophe. Alors que les Algériens, les Algérois, ont mis au compte évidemment du saint local Abdelrahman Thalabi. Bon.
Donc la France, 1541. Et elle a fini quand cette alliance? Alors, mais, je ferai remarquer, elle a fini encore Napoléon, enfin lorsqu'il était Bonaparte encore. Il est pressenti pour aller faire de la coopération technique à Istanbul, comme canonnier, comme artilleur. Et il est d'accord. Et puis, il y a eu Vendémiaire, le 13 Vendémiaire, c'est-à-dire il y a eu une insurrection royaliste qu'il a réprimée de façon épouvantable, sans pitié, ce qui fait qu'il est devenu général de division et que là, bon, il n'était plus question de partir. Donc, cette alliance existait toujours, en vertu de quoi? Et les Français, quand on dit ils n'ont pas participé au sac d'Alger, ils n'ont pas participé à la bataille de Lépante, qui est la grande victoire de la chrétienté sur l'islam, sur les Ottomans. La bataille de Lépante, les 1571, ils ont été massacrés, la flotte ottomane. C'est là que Cervantes était prisonnier, a été captif et est arrivé à Alger. Et pire encore, au moment du siège de Vienne, en 1640 et quelques, l'armée française a profité du fait que les Habsbourg étaient pris par le siège de Vienne. C'est de là que vient le croissant qu'on mange. C'est en souvenir de cette bataille. Il en a profité pour attaquer Charles Quint sur les arrières. Pire encore, il a empêché les Polonais de venir au secours des Habsbourg. Donc, elle allait loin, cette alliance. Ça, c'est quelque chose qu'on ne mesure pas du tout. Et on va peut-être terminer sur Napoléon, parce que tu as commencé à en parler. Donc, une alliance... C'était encore Bonaparte. Au moment où Bonaparte n'est pas encore Napoléon, il y a encore cette alliance est en cours. Alors, comment tu expliques dans son expédition en Égypte ce changement dans ce rapport à l'Empire ottoman? Est-ce qu'à ce moment-là, il y a une volonté, comme d'autres puissances européennes, anglaises ou russes, d'affaiblir l'Empire ottoman? C'est pas le problème pour Napoléon de l'Empire ottoman. S'il pouvait s'entendre avec lui, il le ferait. C'est les Anglais. Il le dit d'ailleurs. Dans l'appel à ses troupes qu'il fait sur le bateau, l'Orient, dans le discours, il dit « Nous allons combattre l'Angleterre. On va combattre l'Angleterre en Égypte. » Alors après, on invente des choses, que les Mamelouks oppriment la population, ce qui est sans doute vrai. Mais c'est pas vraiment ça fait partie de tous les gens qui interviennent comme concurrents, ils arrivent en libérateur, c'est bien connu. Les Français sont arrivés en libérateur à Alger, les Anglais sont arrivés en libérateur à Bagdad, la France est récemment arrivée en libérateur au Mali, parce que ça marche très très bien. Même en Libye récemment, les Français sont arrivés pour empêcher de... Bon, ça fait partie de la rhétorique guerrière normale. Mais il a essayé, il pensait qu'il pouvait s'entendre avec les Turcs. Et à la limite, pourquoi pas? C'était possible, mais les Anglais ne pouvaient pas permettre. Les Anglais, il y avait deux routes pour l'Inde, la route par le Caire et la route par Alep et l'Euphrate. Donc il n'était absolument pas question que les Français se mettent là. Et d'ailleurs, les Anglais ont réussi bien parce qu'ils ont massacré la flotte à Aboukir et ils ont empêché dans la campagne de Syrie les bateaux français d'apporter les armements. Donc les Français, ils allaient se battre contre le Turc. J'essaie de retrouver son nom là, mais il me manque. Al-Jazzar portait bien son nom. Mais les Français ont été encore plus massacrants. Bon.
Et donc ils n'ont pas eu d'armes. Donc évidemment la campagne elle ne pouvait que stopper. Non mais donc alors Napoléon lui c'est un type qui fait feu de tout bois. C'est pas un idéologue au sens, c'est-à-dire il sait au fond, par exemple, je donne un exemple, il sait au fond que l'esclavage, d'ailleurs il vante la suppression de l'esclavage. Ça n'empêche pas de le rétablir dans la lutte contre les Anglais. Et il dit un jour au Sénat, parce qu'on lui demande, mais est-ce que vous seriez devenu musulman? Il dit, oui, je serais bien. S'il se voyait conquérant de l'Orient comme Alexandre, il dit, je serais devenu musulman, comme si je devais commander un peuple juif, je me ferais juif. C'est pas un problème. Donc, on peut vanter la position relativement, ce qui n'empêche pas de dire que la religion, c'est la religion la moins bête qu'il connaît par rapport au christianisme, au catholicisme. Donc, il faut quand même mettre en situation toutes ces déclarations et son attitude. C'est un mec sans scrupules. Vraiment, c'est le cynisme total. Et qui sait utiliser, qui est intelligent, qui sait utiliser les désirs des gens, et voilà, il le sait parfaitement. Merci beaucoup, mon cher Roland. S'il y a peut-être une question, on peut toujours la prendre. Je vais t'en poser une dernière. Puisque on aimerait continuer cet échange encore pendant longtemps, mais peut-être juste pour le public qui vient également à cette exposition. C'est vrai que ça a toujours été flou, la prise d'Alger en 1830. On parle d'un coup d'éventail, on parle on en parle en des termes, et même dans le programme scolaire, on ne revient pas trop sur cette histoire-là. C'est stupide de parler de coup d'éventail. Il faut comprendre ce qui se passait. Les Français ont payé l'expédition d'Égypte, puisque et la nourriture des soldats, le blé, avec le blé d'Alger. Et ils doivent l'argent. Ils ne l'ont jamais payé. Il y a eu des tentatives d'accord, mais le consul qui était à Alger de Val, bon, c'était vraiment un pourri. Il avait traficoté avec les maisons Bakri, la famille Bakri et Bousna. Et ils s'étaient mis dans la poche, ils avaient fait semblant de payer, ils n'avaient pas payé. Bref, ils réclamaient toujours l'argent au Dey. Et il arrive pour réclamer l'argent au Dey, alors qu'il le doit pas, que le Dey ne le doit pas, et il arrive publiquement de façon insultante, en sortant son épée, etc., devant le Dey. Bon, c'est un petit minable. Le Dey d'Alger, bon, c'est un souverain. Bon, il est insultant et blessant. Et l'autre, il fait un geste. C'est pas aller plus loin. Il y a des récits. Donc les Français ont pris prétexte de ça pour faire le blocus d'Alger d'abord. Bon, et il y avait une tendance dans la société française à prendre Alger. La tendance, elle était déjà chez Napoléon, parce qu'il a envoyé Boutin en 1808 voir comment on faisait, et l'intervention d'Alger qui s'est faite à Sidi Falej, c'était selon les plans de Boutin de 1808, du commandant au colonel. Donc, pourquoi les Français vont là-bas en 1830 ? Bon, il y avait le besoin de rapine, donc il est expliqué par énormément de gens à l'époque. Ensuite, les gens l'ont agrémenté de trucs sur la civilisation, sur la course. La course, elle n'était pas pire. Elle avait 15 ans de... La course d'Alger, quand les gens arrivent à Alger, ils vont chercher dans les prisons et ils vont chercher des prisonniers. Ils croyaient qu'il y avait des gens partout, des prisonniers, des esclaves d'Alger. Il n'y en avait pas. Il y avait 100 prisonniers qui étaient des gens qui avaient été prisonniers au moment du blocus, un bateau qui s'était échoué du côté de Annabad. Donc il n'y avait plus de course. Mais il faut signaler en général quand on parle de course, j'ai vu là, je viens de lire en venant aujourd'hui un truc sur la course d'Alger. C'est très bien de dénoncer la course d'Alger, mais
la course à La Rochelle-Saint-Malo, c'est la même, ou à Dunkerque. Les Surcouf, les Jean Bart, les Duquesne, tout ça, ce sont des corsaires. Et ils ramenaient des esclaves, ils ramenaient des captifs, qui contre rançon. Bonaparte, lorsqu'il est passé à Malte, en 1798, il a libéré 1000 captifs. 1000 captifs. Bon, donc il faut regarder que c'était une habitude de se battre, de combattre à l'époque qui se faisait des deux côtés. Et c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Bien sûr que le sort n'était pas magnifique. D'ailleurs, une histoire rigolote pour les Français, c'est le Arago, le savant, qui est allé prolonger la méridienne après les frontières jusqu'à Tarragone, je pense. Quand il reprend le bateau, il se fait arrêter par, en 1810 par là, il se fait arrêter par un bateau de la course Alger. Donc il est prisonnier, il arrive là-bas. Alors, dans la presse, on raconte que le dernier esclave d'Alger, c'est le savant. Alors ça fait bien de... Aragon, il raconte lui-même qu'il a été très bien reçu. Bon, d'abord, ils ont cru que ces appareils-là, c'était des armes, donc ils étaient un peu... Et puis tout de suite, ils se sont aperçus que c'était sérieux, et il a été bien reçu. Il a été honoré. Donc voilà, un esclave honoré. Bon, enfin, c'est original. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut applaudir notre ami Roland.